Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour vous présenter Sam. Sam Blacksmith, qui est romancière avec un R majuscule parce qu'elle a vraiment des univers particuliers, des univers tout à fait intéressants, pointus, très particuliers. Et l'idée de ce reportage, c'est de vous présenter l'auteur en elle-même, la personne, et comme ça vous irez voir ses univers et ça vous permettra d'en savoir un peu plus après. Bonjour Sam. Bonjour Dominique. Alors, Sam, qui es-tu? On va commencer par là, qui es-tu? Parce que c'est ça qui est important. Voilà, je suis auteure ou autrice au choix et j'écris dans différents univers. Mon but c'est de faire voyager les gens en fait, les emmener. Alors justement, Oui. les emmener dans des univers. Oui. Moi j'ai eu l'occasion, on s'est croisés la première fois, tu étais en présentation de livres chez Cultura à Caen, puisque là on est à Caen aujourd'hui, tu étais en présentation chez Cultura, rien que ton stand c'était un véritable univers, c'est ça qui m'a interpellé, c'est ça qui m'a donné envie de te rencontrer, d'en savoir un peu plus, parce que c'est extrêmement détaillé, fouillé, pointu. Alors tes univers c'est quoi? Parce que moi j'ai vu, c'était à l'occasion d'Halloween, donc tu étais en sorcière, mais une sorcière un peu comme la méchante reine dans Blanche-Neige, en fait. C'est plus ça, c'est pas le chapeau pointu, c'est pas le chapeau pointu. Non, c'était effectivement en mode de sorcière parce que c'était Halloween, mais parce que j'ai aussi effectivement des contes, en fait, des contes qui parlent effectivement des univers du Moyen-Âge, de la sorcellerie et de tout cet univers fantastique, avec tous les personnages et tous les animaux, tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on retrouve en fait dans cet univers-là. Tout ce qu'on retrouve dans Voilà. cette période historique, mais que tu aménages et que tu... Ouais, complètement. On va parler de celui-là, si tu veux bien. On va commencer. Donc, ouais. C'est une série de trois tomes. C'est les tomes du Goulish-Pot. Donc le Goulish-Pot, c'est une marmite en fait. On met tout dedans. C'est un peu Harry Cantonné. On a mis tout dedans et voilà, il en sort des histoires un peu étranges, rocambolesques, magiques. Surtout magique en fait, ouais, voilà. Donc ça c'est le troisième tome, mais il y a 3 tomes en fait, et il y a un personnage récurrent qui est le héros du livre en fait, qui lui arrive plein d'aventures. C'est ce chat en fait qui malheureusement est tombé dans le Goulish-Pot et après voilà. Le chat de la sorcière. C'est le chat de la sorcière qui au départ est un chat comme on a tous, un chat un peu intrépide, et puis qui finit par courir après une souris, tomber dans la marmite, et à partir du moment où il est tombé dans la mixture qu'il a un peu fabriquée en embarquant tout ce qu'il trouvait sur son passage parce qu'il court après la souris, il finit par se retrouver dans une mélasse qui le transforme, et c'est ça qui fait qu'après ça devient un chat un peu spécial, qui voit des choses, qui sent des choses et qui s'intéresse surtout à l'humain en fait. Parce que ce chat-là, en fait, il va aller rencontrer les humains qui vivent autour de lui et il va se rendre compte des fois de la bonhomie des gens et des fois de la méchanceté des gens, et en fait il met le doigt sur les caractères des personnes qu'il croise autour de ces pérégrinations. Voilà, le Goulish-Pot, c'est un peu la vision humaine, la vision du chat, des humains en fait. C'est-à-dire c'est le révélateur de l'humanité entre guillemets. Voilà. Et des travers de l'humanité surtout. Et forcément, voilà. Et donc du coup, je les ai racontés en fait à partir des expressions de la langue française. C'est-à-dire que, par exemple, la première, puisqu'il tombe dans ce fameux chaudron, ça s'appelle « C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe ». D'accord. Voilà, l'expression. Et donc du coup, tu vas avoir, en fonction des tomes, tu vas avoir un cadavre dans le placard. Pourquoi on dit avoir un cadavre dans le placard? Donc tout ça vient de ces aventures. D'accord. Voilà. Et alors ça s'adresse à quelle tranche d'âge de lectorat? Alors, j'allais dire plusieurs niveaux. De 7 à 77 ans. Chacun va y trouver quelque chose de particulier? Chacun y trouve quelque chose, en fait, parce que y a des références pour, des références pour les jeunes, parce que d'abord, c'est de la magie, parce que les enfants adorent la magie. Oui, c'est fantastique. C'est fabuleux. On retrouve des démons, on retrouve des dragons, on retrouve,
des tas de choses qui font parler l'imaginaire de l'enfant. Après, et les adultes vont y découvrir justement le fond, la petite substance qui sort de l'humanité, les petits travers des humains qui sortent. Exactement. Tu vois, il y en a un, par exemple, qui parle aux adultes comme aux enfants, qui s'appelle Être la bête noire de quelqu'un. Je pense qu'on l'a tous vécu. On a tous été la bête noire de quelqu'un. On a tous eu notre bête noire à nous aussi. Donc ça parle aux enfants parce que c'est une histoire d'enfant dans celui-là. Mais ça parle quand même aux adultes. Et puis je crois que les contes, il n'y a pas d'âge pour lire les contes. Donc de toute façon. Alors qu'est-ce qui t'a amené sur... Parce que moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'auteur. Ouais. Donc qu'est-ce qui t'a amené sur cette période-là ? C'est quoi ? C'est des choses que tu as lues quand tu étais enfant, des histoires, des films, des choses comme ça qui t'ont amené à t'intéresser à cette période-là, à sentir l'envie de partager des choses sur cette période-là. Je sais pas. Moi, j'ai lu beaucoup quand j'étais jeune, mais pas forcément de cet univers-là. En tout cas, pas de celui de. Mais celui-là, ça t'a amené. Oui. Après, moi, j'ai eu beaucoup de lectures fantastiques, plutôt classiques. Maupassant, Barbe d'Aurevilly, voilà, tout ça, il y a du fantastique, mais pas purement dans la magie, mais voilà. ça t'a amené. Et peut-être que aussi ça découle des autres choses que tu écris, parce que tu écris plein d'autres choses. Oui. Il y a un autre univers qui est vraiment intéressant, parce que celui-là, moi je suis plus graphique que littéraire, et l'univers steampunk, là en plus tu crées des choses, parce que tu écris, mais aussi tu conçois et tu fabriques de tes mains des décors, un sublime chapeau, des différentes choses, une superbe valise très ornementée, et ça c'est un autre univers. Mais alors celui-là je dois dire qu'il me parle vachement plus. Enfin, il m'interpelle visuellement. Raconte-nous le steampunk, parce que c'est quand même quelque chose. Et puis ça, alors, je vais pas dire que les sorcières c'est pas bien, mais pas du tout. Attention, tu vas en croiser des sorcières. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que c'est vrai qu'il y a des romans de sorcières, il y en a un certain nombre, mais par contre le steampunk, il y en a pas. Il y en a très peu. Ouais, parce que c'est vraiment un univers avec des collectionneurs, avec des créateurs, avec des gens qui se propulsent dans cet univers par du concret, du concret, du réel. Mais toi, tu le mets en texte et tu le mets en histoire. Raconte-nous le steampunk. J'adore ça. Le steampunk. Le steampunk, voilà, la base à l'origine, c'est un univers qui est resté à la machine à vapeur. Fin 19e, début 20e. Alors, c'est là que ça commence. Maintenant, on peut avoir dans le steampunk, puisque c'est quand même assez large, le steampunk, en fait, on peut avoir un monde en 2025 qui est resté à la machine à vapeur. C'est-à-dire qu'on a évolué de la même manière, mais avec la machine à vapeur comme base centrale de l'énergie et de locomotion. En fait, tu peux avoir un téléphone portable à vapeur, tu peux avoir une fusée qui va sur la Lune, mais à partir du moment où elle est à vapeur, on est dans le steampunk. Donc voilà. Il y a le côté très esthétique dans le steampunk, et c'est ça qui fait que... Un côté qui est fantastique à regarder. Oui. Voilà. Avec une complexité, avec une recherche, c'est formidable. Voilà. Et puis je pense que voilà, tous ces mécanismes en fait qui s'enchevêtrent, tous ces engrenages en fait qui fonctionnent ensemble, je pense qu'il y a un côté fabuleux là-dedans que les gens aujourd'hui on voit plus tout ça dans un téléphone portable, on voit plus comment ça fonctionne. Dans les vieilles machines, on voit comment ça fonctionne. Même dans une montre. Exactement. Une montre avec un mécanisme horloger d'une précision diabolique. C'est vachement mieux qu'une iWatch. Voilà, où on voit rien, où c'est juste voilà, on a une image et puis c'est tout. Alors que là, on a toute la mécanique en fait. Et je pense que voilà, ce qu'il y a de beau dans le steampunk, c'est le côté esthétique, et puis derrière, il y a toute la mécanique humaine aussi. C'est comment les humains, ont créé ça, parce que c'est quand même fabuleux. C'est de la création humaine, de la haute intelligence. On n'est pas dans l'intelligence artificielle, on est dans la vraie intelligence bien naturelle. Celle-là, concevoir, il y a quand même des choses qui ont été faites de façon fabuleuse. Voilà. Et c'est vrai que la machine à vapeur, le Nautilus, l'ambiance, les rivets, Monsieur Eiffel, bonjour. Mais donc dans cet univers, dans le même principe, est-ce que tu as des personnages récurrents? Est-ce que ce sont des séries, ou est-ce que ce sont des tomes individuels dans tes histoires? Dans le steampunk, alors j'ai deux choses. J'ai celui-là, Le Mystère de la Chimère Bleue, qui est le tome 1. Ça va être une saga en 3 tomes. D'accord. Donc il y aura le tome 2 et le tome 3 qui vont suivre. J'aurai un peu plus de temps, parce que ça prend du temps.
Donc là, il y a des personnages récurrents, en fait. Par contre, on peut les lire en une seule fois. C'est-à-dire que je les ai conçus, en fait, pour lire, effectivement, l'histoire, là. Ce sont des films individuels avec des personnages récurrents. Voilà, ouais. C'est ça. C'est pas vraiment en mode série, mais enfin, bon, voilà, c'est un peu le principe où j'ai pas envie qu'on s'oblige, en fait. Moi, j'ai pas envie que la littérature ou la lecture, ce soit quelque chose de complexe. On est obligé de lire la suite. Je suis pas forcément là-dedans. Moi, j'aime que, voilà. On peut commencer par le 3 et puis dire le... Oui, alors forcément, il y a des chronologies. Forcément, puisque les histoires se suivent, les personnages évoluent aussi au fur et à mesure des histoires. Donc, bon... Mais on arrive avec un personnage qui va lui arriver quelque chose et puis il arrive au bout. Voilà, celui-là, on peut lire en une seule fois. Bon, les gens ont envie d'avoir la suite quand même parce qu'ils se doutent bien qu'il y a quelque chose derrière. Mais voilà, ça, l'histoire commence. Ça, c'est le talent de l'écrivain, de donner un peu du suspense. De laisser un petit fil qu'on n'a pas tiré et puis de se dire, il va falloir lire la suite. Ouais. Mais ouais, tout à fait. Donc voilà, donc dans celui-là, on a... Le mystère de la chimère bleue. Le mystère de la chimère bleue, on a Lily Montgomery, qui est à l'origine libraire et qui vend des livres et qui est dans ce monde en fait qu'elle ne supporte pas. En fait, clairement, le steampunk, elle sait pas son truc, les machines, etc. Et dans cet univers-là, en fait, il y a une autre énergie qui s'appelle la cobaltine en fait et qui permet de faire fonctionner mieux encore la machine à vapeur. Voilà. Et cette énergie-là, malheureusement, crée une vapeur bleue qui envahit la ville, donc Paris, puisque ça se passe à Paris. Et cette vapeur que les gens respirent, en fait, rend les gens malades. Alors oui, ça crée des machines fabuleuses, mais voilà, comme toute technologie, il y a toujours le revers de la médaille. Donc voilà, et malheureusement, son neveu est atteint de cette maladie qui s'appelle la cobaltinose. Et donc du coup, elle décide d'aller chercher une ancienne amie avec qui elle est très fâchée. Et elle a envie de soigner son neveu, en fait. Et elle se dit que cette femme-là, qui est bioalchimiste, en fait, ça va peut-être être la seule personne qui va pouvoir faire quelque chose. Et donc, à l'origine, c'est juste ça. Elle veut juste aller voir son amie, se réconcilier avec, trouver une solution. Puis voilà. Sauf que quand elle arrive dans le laboratoire, un magnifique laboratoire avec tout ce qu'il peut y avoir de steampunk, tu imagines bien. Et le problème, c'est que le laboratoire est vide. Elle n'est plus là. On voit bien qu'il y a des choses qui ont été fouillées. On a cherché partout quelque chose. Et voilà. Et donc, du coup, elle se retrouve en fait au cœur d'une histoire où elle n'était pas du tout prévue. Et elle va être obligée de se confronter à ce monde, en fait, parce que elle va être embarquée dans une histoire très steampunk, alors qu'elle est, on va dire, plutôt un peu réac par rapport à ça. Donc à découvrir. À découvrir. Si tu veux savoir la suite. À découvrir. Et le second volet du steampunk? Alors, la deuxième partie du steampunk, qui est là, c'est des chroniques steampunk d'Orsonville. Alors là, c'est en fait plusieurs nouvelles. En fait, j'ai choisi de faire un volume plus petit parce que je sais que on n'a pas forcément envie de lire un gros pavé. Et j'avais envie de faire découvrir le steampunk aussi aux plus jeunes qui ont peut-être moins la fièvre de la lecture que moi et de l'écriture. Et donc du coup, là, il y a 3 nouvelles à l'intérieur. En fait, c'est une jeune personne qui se fait embaucher dans un manoir. Et au départ, elle ne sait pas trop bien pourquoi. Et en fait, le monsieur qui vit dedans, en fait, qui te ressemble un petit peu, j'ai l'impression. Un peu curieux, d'accord. Et ce monsieur-là, en fait, mène des enquêtes dans la ville, dans cette ville d'Orsonville, en fait, qui est bourrée de mystères, en fait. Et donc, il y a le côté mystérieux, plus victorien, j'ai envie de dire. La brume, le vieux château, un peu à l'anglaise, tu vois, voilà. Et puis, à côté de ça, c'est un peu, si tu veux, je pense, le John Steed et le Madame Pell du steampunk, en fait, d'Orsonville. Ils vont mener des enquêtes et résoudre les enquêtes à chaque fois, à chaque nouvelle, l'enquête est résolue. Donc, voilà. Alors, que ce soit l'univers des sorcières ou l'univers du steampunk, ce que j'ai remarqué par rapport à tes créations, à tes livres, c'est le côté graphique. Parce que tu crées des histoires, mais tu as trouvé quelqu'un qui est en mesure de te faire des illustrations de folie.
de folie. Et ça attire le regard d'enfer, quoi. Ça, c'est au niveau marketing, il y a un graphisme qui est absolu et qui est vraiment hyper chiadé. Et donc, comment ça se passe? Tu sais ce que tu as envie de montrer, tu sais ce que tu as envie de dire, et tu as trouvé quelqu'un qui est en mesure de te faire ces belles images. Ouais, je l'ai trouvé, c'est une véritable rencontre parce que voilà, moi quand j'ai commencé à écrire, voilà, autant on sait potentiellement écrire, on n'est pas du tout préparé à ça. Et on sait que effectivement, quand on tombe sur un livre, la première chose qu'on voit c'est la couverture, c'est pas l'histoire. Il ne faut pas s'arrêter à la couverture. Voilà, on s'arrête. Avec les humains non plus. Avec les humains non plus. Hein? C'est ça. Mais on sait que la couverture est extrêmement importante, qu'on a besoin qu'elle reflète l'esprit du livre aussi, l'univers. Voilà, l'idée c'est de vouloir rentrer dans le livre. Donc c'est vraiment la première chose qu'on voit. Donc c'est important. Moi, c'est pas mon métier, donc je sais pas faire ça. Après. Voilà, j'ai rencontré Thomas, si je peux. Oui, bien sûr, c'est un artiste. C'est un artiste, voilà. Donc là, on est là pour parler d'artiste. Donc Thomas de Belleville, qui est graphiste de métier, là, pour le coup. Et je suis tombée sur lui, comme ça se passe, en fait. Dans la vie. Dans la vie, par réseau, par personne interposée. Et j'ai eu la chance, en fait, alors il a fait celui-là en premier. J'ai eu la chance en fait qu'il adore le steampunk et ça ça a été le déclencheur. Voilà, ça a été le déclencheur parce que quelqu'un qui aime le steampunk et qu'il a compris déjà dans sa tête comment ça fonctionne et puis exactement. tous les codes. C'est-à-dire que voilà, il avait sa vision à lui parce qu'il a sa vision visuelle pour le coup et moi mon côté créatif et mon univers à moi. Et ce qui est assez incroyable en fait, c'est que je lui ai juste raconté rapidement le livre en fait et il m'a dit je me débrouille. Et puis ça marche. Et puis voilà. Mais c'est ça les vraies rencontres. C'est ça. Il n'y a pas 50 millions de questions à se poser, ça marche. C'est difficile à expliquer, mais il a saisi en fait ce que je voulais. Et après il l'a lu et en plus quand il l'a lu, il m'a dit voilà c'est ça qu'il avait envie de faire en fait. Et donc du coup après il m'a suivi sur toutes mes autres histoires, y compris sur le fantastique, y compris sur les polars parce que j'aime aussi ça. Et donc du coup à chaque fois en fait ça match. Donc c'est un duo gagnant. Carrément, c'est essentiel, c'est essentiel. Et merci la vie de faire des rencontres comme ça. Et c'est comme ça que ça permet de progresser. Ouais. Et donc alors tes livres on les trouve où? Parce que j'espère que cette discussion va donner envie de découvrir qui est Sam Blacksmith et ses réalisations, ses créations. Et donc tes livres, on les trouve où? Alors on les trouve sur mon site internet, puisque je suis auto-éditée. Donc pour l'instant, voilà, je me débrouille toute seule. Oui. Mais on les trouve quand même à Cultura à Caen, puisque j'ai eu la chance... alors c'est un artiste quelque part, parce que c'est un artiste dans son rayon, on peut le citer quand même, Julien qui est le responsable du rayon en fait, et qui m'a fait confiance et qui m'a dit ok on va voir ce que ça donne et voilà, ça fait 3 ans que je travaille avec eux et que voilà, plus ça va, mieux ça marche. J'ai eu l'occasion de te croiser dans le hall de Cultura. Merci Julien, c'est ça. Merci Julien. Merci. Et donc on peut les trouver à Cultura, j'y suis régulièrement. D'ailleurs j'y serai prochainement le 14 mars pour le mois du polar. D'accord. Voilà, puisque je sors un autre livre, dans la série Polar. Après, donc on les trouve sur mon site internet, mais aussi dans les autres événements que je fais. Donc je fais aussi des festivals un petit peu partout. Là, je serai au mois d'avril à Rennes pour le festival Ouest Hurlant, qui est là pour le coup très axé steampunk. Donc je t'invite à venir faire un tour si tu as faire quelques photos sympas, je pense. Donc voilà, après je suis régulièrement, et je remercie aussi Cidre Dragon, Ville-Franceville, parce que voilà, c'est un sacré... On est en Normandie, donc c'est bien. Et toutes tes actus sur les réseaux sociaux. Oui, réseaux sociaux, site internet. On vous met tous les liens, comme ça vous pourrez suivre Sam et puis découvrir son univers par ce qui est présenté sur ses pages, son site, etc. Et puis allez faire un tour parce que c'est vraiment une belle personne. C'est vraiment une belle personne. Et c'est voilà, le but c'était ça, c'était de rencontrer l'auteur. Rencontrer l'auteur parce que dans une période où on voit quand même un certain nombre de choses de production, qu'elles soient graphiques ou écrites, qui sont générées par l'intelligence artificielle.
Là, c'est pas de l'artificiel, c'est du vrai, c'est du pur jus, C'est du naturel. C'est du naturel, c'est du bio. Et donc, allez jeter un œil, regardez en détail, et puis, sans aucun doute, ça vous plaira. Merci Dominique. Salut Sam, merci beaucoup, merci de cet Merci. entretien. Et puis, alors, ici, il y a un petit peu de bruit ambiant, c'est normal, parce qu'on est à la Mi-Paulette, une boulangerie dans Caen, qui a un superbe espace, comme vous voyez, il y a des petits salons pour pouvoir se poser. On est dimanche après-midi, il y a beaucoup de monde, et ils nous ont laissé tourner. Alors, merci la Mi-Paulette. Merci Dominique Paulette. Allez, salut Sam, à bientôt. Merci Dominique, Bonne à bientôt. réalisation, à bientôt.